On est calme, on est zen, on est relax. Car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Alors ça, faut que tu le vois, c'est un cadeau de ma belle-mère. Ouais, pas de commentaires. Environnement. Environnement. Alors, cette semaine, on part au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il existe une caverne dite la caverne en fait de l'arc-en-ciel. Alors, ça a vraiment l'air d'une caverne de l'arc-en-ciel. Ça porte bien son nom. En fait, à l'intérieur, tu vas trouver pas mal de minéraux. Il y a beaucoup d'eau qui circule dans cette caverne-là. Le genre de caverne que tu connais quand tu fais un petit peu de la spéléologie. Donc en fait, il y a beaucoup de minéraux différents qui voyagent à travers l'eau et qui déposent un petit peu leur couleur comme ça partout dans la caverne. À l'intérieur de la caverne, tu vas retrouver de la couleur rouge, verte, bleue, vraiment tous les types de couleurs que tu peux imaginer, qui fait que du coup ça s'appelle la caverne de l'arc-en-ciel. Donc cette grotte-là, en fait, a un nom, c'est la grotte de Saint-Cuthbert. Cuthbert qui d'ailleurs me fait penser beaucoup au livre de la Tour Sombre. À chaque fois que je vois ce nom, ça me fait penser au livre de la Tour Sombre. Je ne sais pas si tu connais de Stephen King, mais bref. Saint-Cuthbert, qui est actuellement d'ailleurs un site touristique ultra visité et qui est situé dans la région de Cornouailles au Royaume-Uni. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était une grotte qui était encore plus populaire que ce qu'elle peut l'être à l'heure actuelle avec les touristes, parce que les pèlerins et les malades y allaient en grand nombre, se disant qu'ils profitaient de l'eau en fait, car l'eau avait soi-disant des qualités curatives. Donc c'était ça qui était vraiment cool à l'époque, et les gens y croyaient dur comme fer. Même à un tel point que la source d'eau qui est à l'intérieur s'appelait le puits sacré. Alors, selon certains qui auraient goûté cette eau-là, elle aurait un goût un peu de lait, mais tu sais, le lait que tu as une fois que tu as mangé toutes les céréales qu'il y avait dans ton bol de lait, elle a ce goût-là, une sorte de goût un petit peu sucré ou quelque chose du genre. Donc voilà, alors je sais pas. Alors à l'heure actuelle, la question qui se pose, c'est à savoir si véritablement cette eau-là aurait des facultés curatives ou non. En fait, ça n'a pas vraiment été étudié scientifiquement. Les scientifiques se sont pas, voilà, ils se sont pas posé la question nécessairement, et personne n'a été essayé de tester cette eau-là. Je ne sais pas pourquoi. Les touristes ne sont pas vraiment au courant non plus qu'elle avait des facultés curatives il y a très longtemps. Donc la plupart des gens la boivent pas. Donc j'imagine que voilà, on ne sait pas. Mais c'est une caverne que, comme dirait Liam, car Liam il dit tout le temps ça. Liam dit tout le temps, c'est de toute beauté. Donc oui, c'est de toute beauté. Technologie. Alors, technologie avec la création d'un nouveau système d'alarme détecteur, en fait, une sorte de détecteur pour les incendies dans la forêt, dans les forêts. Détecteur d'incendie pour les forêts. Donc, une équipe de scientifiques, en fait, de l'université de Michigan a mis au point un détecteur d'incendie qui est à peu près, pour te dire, la taille d'une petite boîte de conserve standard. C'est à peu près ça la taille. Alors, la particularité de ce détecteur-là, je vais y arriver, détecteur-là, c'est qu'il peut s'accrocher en fait aux arbres, et donc il y a véritablement la faculté plus rapide de détecter un incendie dès les premières fumées, puisqu'il est directement proche, le plus proche possible de ce fameux incendie qui commencerait. Mais aussi, il recharge ses batteries grâce en fait au mouvement sporadique des arbres. Donc à chaque fois qu'il y a du vent, à chaque fois que voilà, là, à ce moment, en fait, juste à chaque fois qu'il y a du vent, tout simplement, l'arbre va s'agiter, et les batteries de l'engin vont pouvoir se recharger à volonté. Donc ça nécessite, cet engin-là, qui est quand même assez petit, aucun entretien. Le coût est très faible, puisque c'est 20$ par détecteur, ce qui est quand même très bien au niveau des coûts, surtout que c'est quand même le contribuable qui, en fin de compte, finit par payer ça au niveau de la sécurité incendie en bout de ligne. C'est plus efficace aussi, ils l'ont vu, que les satellites, paradoxalement, parce que les satellites n'arrivent pas à avoir un bon point de vue, surtout quand les conditions météorologiques sont très mauvaises. Donc ils ne sont pas capables de voir, par exemple, un départ d'incendie assez rapidement. Et aussi quand il y a des épaisses fumées, donc l'incendie est déjà parti et c'est trop tard.
Et là, le satellite ne voit pas du tout où peut se situer l'incendie parce qu'il y a trop de fumée en fait et il n'est pas capable d'aller l'identifier. Alors c'est évidemment relié directement aux équipes d'urgence, les pompiers, etc. Eux, ils vont pouvoir savoir selon quel détecteur en fait émet l'alarme où se situe le départ de l'incendie. Ils vont pouvoir aller sur les lieux beaucoup plus rapidement que ça pouvait l'être avec les satellites. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et aussi, évidemment, ça va donner pas mal d'économies aux contribuables parce que toutes les patrouilles, on va pouvoir enlever les patrouilles de surveillance au niveau des forêts qui étaient là dans les zones à risque, hein, naturellement, pour vérifier s'il y avait des départs d'incendie chaque année, comme par exemple en Californie. Et ben, ils vont pouvoir aller travailler sur des jobs un petit peu plus prioritaires qui sont en relation toujours aussi avec la sécurité civile. Donc c'est très intéressant comme concept. Bravo, comme quoi la technologie ça avance toujours pour le bien de l'environnement, pour le bien de l'humanité. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. Ouais. J'approuve. Divertissement. Divertissement avec cette semaine des nouveaux masques qui sont mis. Des nouveaux masques. Je sais plus parler, c'est épouvantable des voix. Hein. Désolé. Des nouveaux masques, ok, qui sont mis en vente par Disney pour 19,99 $, que tu pourras retrouver sur leur site internet qui s'appelle, je l'ai noté, shopdisney.com, mais je ne sais pas si c'est pas uniquement pour les États-Unis ou pour la partie Amérique du Nord. J'en ai aucune idée, il faudrait que tu ailles vérifier si jamais tu es intéressé. Peut-être que tu peux acheter ces masques-là partout à travers le monde. Donc on parle évidemment de masques par rapport à la pandémie, hein, le Covid-19, hein, ce genre de masque-là pour ne pas, voilà, pour respecter en fait les conditions sanitaires. Donc des masques, mais qui vont être à l'effigie de tout ce que Disney est le propriétaire. Hein. Donc c'est-à-dire Star Wars, tu vas trouver Marvel, Baby Yoda, notamment si tu connais le Mandalorian, tu vas trouver mais aussi Mickey Mouse, Donald, etc., etc. Donc tout ce que Disney, cette compagnie-là, tu sais peut-être ou peut-être tu ne le sais pas, est propriétaire de Marvel, est propriétaire de plein d'autres compagnies à l'heure actuelle. Tout ça, ça leur appartient. Donc c'est certain qu'ils peuvent à ce moment-là, au niveau merchandising, utiliser ça à profusion comme ils le veulent. Toutes les tailles sont disponibles, adultes, enfants ou autres. Alors, des parties qui sont quand même intéressantes par rapport à ça, en dehors du fait que, comme j'avais pu le parler hein, dans la vidéo précédente, que les masques sont aussi, peuvent aussi être utilisés comme élément de mode, pourquoi pas, hein, c'est assez cool quand même, tant qu'à faire, hein, on est obligé de mettre des masques, donc c'est plus cool d'avoir des masques. Moi j'ai un masque avec des étoiles, c'est fun. Bref, de maintenant au 30 septembre, il y a $1 million de profit générés par ces masques-là, par la vente de ces masques-là, seront donnés aux organisations humanitaires luttant contre le Covid-19. Donc on voit quand même qu'il y a un élément qui est bénéfique en dehors du fait de continuer à faire parler d'eux, parce que c'est ça que Disney cherche à faire, hein, toujours le plus de possibilités possibles pour qu'on puisse qu'on puisse parler d'eux toujours dans l'avant-scène et essayer essayer d'éteindre toutes les autres compagnies qui font un petit peu la même chose à côté. Mais peu importe, il y a quand même cet effet bénéfique-là que je trouve intéressant. Et aussi, Disney a déjà donné 1 million de masques à MedShare. Alors MedShare, ça c'est quoi? C'est une organisation humanitaire qui a pour but de livrer du matériel de protection durant le coronavirus, hein, évidemment, durant la pandémie, pour les gens les plus pauvres, mais à travers le monde entier. Donc ça, c'est quand même aussi un autre élément bénéfique. Moi, c'est quelque chose, je voulais en parler parce que je trouvais ça bien. Je suis contre les multinationales hein, qui essayent toujours de faire du profit, un maximum d'argent, en profitant notamment des enfants. Notamment à ce niveau-là, Disney, bon voilà, et en faisant faire ça par d'autres enfants plus pauvres, au Bangladesh ou ailleurs. Donc ça, c'est des idées contre lesquelles je suis naturellement. Mais là, au niveau des masques, même s'ils font de l'argent, même s'ils font parler d'eux, il y a quand même un esprit bénéfique en arrière de ça. Et je trouve ça très bien et je pense qu'il faut en parler parce que ça va pour des organisations qui sont là pour les gens les plus pauvres et pour lutter contre le coronavirus, pour pouvoir conserver les conditions sanitaires telles qu'il faut. Donc c'est quand même très bien. Donc voilà, j'approuve encore une fois. Canada News. Canada News avec cette semaine, on va parler de la Covid-19 et plus particulièrement de la Colombie-Britannique.
Alors, je sais pas pour toi dans ton pays comment ça se passe, mais ici, les gens au Canada, et je l'ai vu aussi à Montréal, ont essayé quand même d'éviter au maximum les centres-villes, surtout pendant le confinement. Et comme on avait le droit, nous, de se balader à l'extérieur, hein, je sais qu'il y a des pays où tu n'avais pas le droit, mais nous, on a toujours eu le droit de se balader à l'extérieur, c'était pas interdit. La plupart des gens ont décidé d'aller faire des petites balades en forêt, comme ici, j'en ai parlé souvent à Montréal, on a le parc nature en arrière, ou encore le Mont-Royal qui ont finalement fermé parce qu'il y avait trop de monde d'ailleurs, mais il y a quand même des endroits très proches comme ça de Montréal, que ce soit en voiture ou à pied, où tu peux aller te balader. Donc ça a occasionné plus de balades en forêt, mais malheureusement, et y compris au Canada, bien que les gens fassent très attention à l'environnement, il y a beaucoup plus de pollution. Hein. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a aussi des gens qui ont perdu leur masque, ça arrive, des masques chirurgicaux qui traînent partout. C'est pas nécessairement de ta faute, il est tombé de ton sac, tu t'en es pas rendu compte, tu en avais plusieurs par exemple. Donc il y a eu beaucoup plus de pollution occasionnée un petit peu partout. Et en Colombie-Britannique, une organisation du nom de MOUHSS, M-O-U-H-S-S, qui veut dire Mobile Outreach Unit for Health and Support Services, qui aide en fait, c'est une organisation dont le but en fait principal est d'aider les gens les plus pauvres dans la région de Vancouver. Hein, on est donc en Colombie-Britannique, comme je l'ai déjà dit 3 fois. Elle a donné aux sans-abri, voyant ça, et à ceux qui le désiraient, bien entendu, ceux qui étaient volontaires et qui le voulaient, la possibilité de travailler pour nettoyer ces forêts. Alors là, on parle quand même s'ils se sont mis de l'avant et que effectivement, la plupart du temps, cette organisation est tournée vers ces gens-là, hein, dans l'aide de ces gens-là. Là, elle proposait des vrais jobs, des jobs payés par la ville notamment, donc un vrai travail, un vrai métier à responsabilité. Et c'est quelque chose qui était très bien parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups, de continuer à s'occuper des sans-abri et de leur donner une opportunité de se réinsérer dans la vie sociale avec un vrai travail. En même temps, évidemment, c'est un projet de réhabilitation, mais c'est aussi un projet comment dire, de préservation de l'environnement. C'est quand même une très bonne idée, je trouve. Tout ça va dans le bon sens. On fait d'une pierre deux coups, c'est vachement bien. Alors, Léane McInty, qui est la responsable de MOUHSS, je vais te citer ce qu'elle a dit. Elle a dit, je cite, ça réduit la stigmatisation et donne à ces personnes l'opportunité d'être engagées envers leur communauté. Ça leur donne vraiment le sentiment d'avoir un vrai but. Donc c'est vachement bien en fait de la part de cette organisation d'avoir eu cette idée-là. Ouais, non, c'est très bien. D'une pierre deux coups, encore une fois. Hein, j'aime ça répéter ce que je dis, mais j'approuve aussi. Très bonne idée. Bravo. Science. Science. Alors, science avec cette semaine, une équipe de chercheurs dirigée par Stephen Mayfield de UC San Diego s'est alliée à une compagnie, voilà, Algenesis Materials, afin de créer les premières tongs entièrement conçues d'algues. Alors ça c'est vachement cool aussi, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de caoutchouc là-dedans, c'est tout en algues, mais ce sont des vrais tongs, c'est ça qui est cool, c'est des vrais. Moi je suis un adepte des tongs l'été, j'adore ça mettre ça. Quand il fait chaud, je trouve que tu es super à l'aise là-dedans. J'irai pas non plus, je déteste ça, les gens qui travaillent en tongs, ça m'exaspère, mais pour aller se balader dehors, je trouve ça bien. Mais ça c'est mon avis personnel. Bref, donc ça c'est vachement bien. Et Algenesis Materials, qui est dans cette compagnie-là, a permis en fait aux scientifiques de pouvoir non seulement, premièrement, matérialiser le concept, le produit final, et une fois le concept fait, de le commercialiser à grande échelle. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu une coopération entre les deux. Alors, si tu ne le savais pas, il faut savoir que les tongs ordinaires, celles qui sont faites de plastique, sont la première cause de pollution des océans au niveau du plastique. C'est un petit peu normal, hein. Il y a beaucoup de monde à travers le monde qui vit proche des océans, qui mettent des tongs, ce qui est complètement logique pour marcher dans le sable, c'est ce qui est quand même le plus facile. Et il y a beaucoup de monde malheureusement qui les perdent. Encore une fois, c'est pas volontaire, hein, ou qui les oublie, ou qui les perdent au bord de l'eau. L'eau, s'il y a la marée à la place où ils sont, va monter sur la plage et finalement emporter les tongs au loin. Donc c'est pas nécessairement volontaire. Il y en a sur les bateaux qui va perdre sa tongue dans l'eau, etc. C'est pas volontaire, mais c'est la première cause de pollution dans les océans au niveau du plastique. Et Dieu sait que du plastique il y en a dans les océans. Donc le fait de faire des tongs en algues, et c'est des tongs, je te jure, à 100%, sûrement que ça va être au montage quelque part, ou ça l'est déjà, mais c'est des tongs qui correspondent en tout point à des tongs ordinaires, donc pourquoi pas, hein. Il faut que tu saches aussi que cette paire de tongs, qui est donc faite d'algues, est biodégradable naturellement, et elle se dégrade en 16 semaines
dans l'environnement. Donc ça, c'est vachement bien aussi, parce que si jamais tu les perds dans l'eau, ben, peu importe, ça va se dégrader et ça ne portera pas d'incidence au niveau de l'environnement. Donc je trouvais que c'était une bonne nouvelle, parce que nous, en tant qu'êtres humains, ça ne nous demande pas un effort insurmontable, c'est juste de choisir tel tong au lieu de tel tong, mais ça reste quand même des tongs complètement ordinaires. Et en même temps, eh ben, on ne polluera pas. Donc c'est quand même bien. Ouais, c'est bien. Politique. Politique avec cette semaine encore une histoire de type inspirationnel, comme moi je les adore, j'adore ces histoires-là. On s'en va à Santiago au Chili. Alors dans les rues de Santiago au Chili, il y a un homme déguisé, un homme parce qu'on ne connaît pas son identité, il a vraiment voulu rester anonyme, c'est vachement bien, déguisé en Batman, qui parcourt les rues afin de distribuer des repas chauds aux sans-abri depuis en fait le début du confinement mondial, on va dire, donc à peu près le mois de mars. Donc lui, il a décidé qu'il sortait et qu'il s'occupait un petit peu des sans-abri. Cet homme s'est autoproclamé Solidarity Batman, ce que je trouve vraiment cool. Alors il est revêtu naturellement du costume de Batman tel que tu l'as pu le voir dans les films de Christopher Nolan. Hein. Christian Bale avait ce costume-là. Donc c'est voilà, une réplique du même costume, mais la seule différence c'est qu'il porte évidemment un masque chirurgical pour éviter de transmettre le coronavirus ou de respecter tout du moins les conditions sanitaires. Donc vachement bien comme idée. Évidemment il prend le relais, c'est pour ça que c'est politique, du gouvernement qui fait absolument rien pour les sans-abri dans ce pays-là. Alors il a choisi le costume de Batman, comme je disais, afin de rester anonyme, mais aussi, c'est lui qui l'a dit, pour apporter à la fois la bonne humeur et aussi un sentiment, comme il dit, de solidarité. D'où le nom Solidarity Batman. Alors je vais te citer ce qu'il a dit sous couvert d'anonymat, hein, toujours, on ne sait pas qui c'est. Alors il a dit « Il faut être attentif et regarder autour de soi afin de voir si on peut consacrer du temps aux autres, de la nourriture, un abri et même parfois quelques mots d'encouragement à ceux qui en ont le plus besoin. » Et il fait ça depuis le mois de mars, il fait ça sur une base ultra régulière et il continue à faire ça à l'heure actuelle. Donc moi j'envoie un pouce à ce gars-là, je ne sais pas s'il me regarde, sûrement pas, mais peu importe, j'aime ça, voilà. Je suis comme tout le monde, j'imagine, j'aime ça, ce genre d'initiative, c'est vachement bien. Beaucoup d'empathie, il pense aux autres, vraiment bien. World News avec cette semaine encore une histoire inspirationnelle parce que j'aime ça, les histoires inspirationnelles. Alors cette fois on part dans un camp de réfugiés de musulmans Rohingyas au Bangladesh, tenu par l'ONU, ce camp tenu par l'ONU. Donc tu as dû en entendre parler, hein, ceux qui ont fui la junte birmane, les militaires birmans en 2017 sous une oppression, une sorte d'épuration ethnique qu'il y a pu avoir. Donc qui se sont réfugiés dans ces camps-là tenus par l'ONU, des camps qui leur donnent à la fois refuge et nourriture. Donc dans ce camp-là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les responsables de ce camp-là ont décidé d'aller lancer une campagne de nettoyage des plages qui sont proches des camps, donc aidés par les réfugiés qui sont toujours très volontaires dans ce genre d'histoire-là. Hein. Et quand ils ont été dans ce genre d'aventure, je te dirais, ou de partage au niveau de la communauté dans laquelle ils vivent, ce qui est vachement bien. Donc quand ils sont allés nettoyer en fait cette plage-là, il y a un chien du nom de Foxtrot, c'est le nom qu'ils lui ont donné, qui a commencé en fait à suivre les chefs du camp, donc les responsables de l'ONU, hein, qui sont habillés toujours en bleu, à les suivre eux plus particulièrement, et à les suivre comme ça pendant des semaines et des semaines, donc ils ont fini par lui donner plus ou moins à manger, etc. C'était un chiot de 4 mois. Et c'est devenu un petit peu comme ça la star du camp, donc tout le monde, les réfugiés, tous les gens qui étaient là ont fini par vraiment l'adopter un petit peu comme le chien du camp. Malheureusement, il est tombé malade, et il est tombé très malade, et ça a donné une sorte d'émotion générale à travers le camp. Les gens étaient tristes pour ce chien-là. Donc finalement, il y a une infirmière, une des infirmières qui est sur le camp, qui s'est dit bon, ben, je ne peux pas le laisser comme ça, le chien, il n'y a pas de vétérinaire, mais je peux pas faire ça. Donc elle a décidé d'essayer de le soigner, elle y a réussi. Donc le chien s'est remis et éventuellement est devenu finalement la mascotte de ce camp-là. Il a eu un titre qu'on donne de gérant d'humeur, je cite, gérant d'humeur et chef mascotte, c'est son titre. Il joue avec les enfants, il est très social comme chien, il est très présent partout. Ils ont décidé, les représentants de l'ONU, de lui créer un compte Instagram
Et finalement, sur le compte Instagram, il le mettait en vedette avec les chiens. Voilà, tu avais des images, des vidéos, mais aussi il mettait des caps pour des journées, comme pour la journée de la femme. Ils ont mis une cape qui était en relation avec le jour de la femme, ou une cape juste aux couleurs de l'ONU, etc. Et ce compte Instagram est devenu tellement populaire que finalement l'ONU a décidé de l'utiliser, le compte Instagram, pas le chien, pour essayer d'aller chercher des dons pour ces camps de réfugiés Rohingyas. Ce qu'ils arrivent à faire à l'heure actuelle. Donc ils peuvent récupérer plus facilement des dons grâce au compte Instagram du chien Foxtrot qui est devenu la mascotte de ce camp-là. Donc vachement bien aussi comme histoire parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses mais on oublie les gens qui souffrent au Yémen. Il y en a beaucoup des gens qui souffrent au Yémen à l'heure actuelle. Une famille atroce, beaucoup d'enfants qui meurent là-bas, mais aussi les camps Rohingyas notamment, et il y a plein d'autres atrocités qui se passent en ce moment à travers le monde dont on ne parle plus, mais ça existe encore, et les camps Rohingyas, ça existe encore, depuis 2017, c'est toujours là, et c'est pas résolu ce conflit-là. Donc c'est bien des fois qu'on en reparle, je trouve, pour continuer à prendre conscience que ces gens-là existent et qu'ils ont le droit de vivre aussi sur la planète, c'est ce que je pense. Et on termine avec l'anecdote du jour. Toujours une anecdote que j'aime. Je les aime toujours, ces anecdotes. Encore une que j'aime bien. En 1978, Harvey Rosenberg a créé par l'intermédiaire de sa compagnie Gizmo Development une poupée du nom de Gay Bob. Alors, l'intention, bien sûr, avec la création de... Tu vas la voir sûrement en montage quelque part par là. L'intention était bien sûr, avec la création de cette poupée, de simplement créer un inconfort extrême chez les conservateurs. On est aux États-Unis, donc c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient en fait rentrer directement dans les idéologies conservatrices. Gay Bob, il faut que tu saches que Gay Bob était anatomiquement parfait, car il s'était basé à la fois sur Robert Redford et Paul Newman afin de façonner cette poupée-là. Sur son packaging, peut-être que tu vois quelque part au montage, je ne sais pas si ça va être visible, mais si ça ne l'est pas, je vais te le dire. Sur son packaging, en fait, c'était... Tu avais ta poupée Gay Bob qui était dans un placard. Donc le packaging, c'était réellement un placard que tu pouvais ouvrir avec un logo quand tu ouvrais la partie du dessus qui était écrit « Sors du placard avec Gay Bob ». Alors, ça a obtenu la récompense de l'élément le plus douteux de l'année par le magazine Esquire. Ça a suscité aussi énormément de haine de la part des conservateurs qui ont commencé à parler notamment des partis politiques. On parle notamment des républicains de l'époque, qui ont pu dire pourquoi pas demain faire Priscilla la prostituée ou encore Danny le dealer. Désolé, j'ai postillonné. Donc, ça, les conservateurs, c'est toujours des gens extraordinaires. On le voit avec Donald Trump, toujours, évidemment, c'est sarcastique ce que je dis, des idées ras le gazon. Bref, cette poupée-là, en fait, grâce à ce monsieur-là, Harvey Rosenberg, a été un symbole à un moment où la cause de la communauté gay était réellement en bataille. Ils essayaient réellement de faire valoir un petit peu leurs droits, ce qui était très difficile pour eux à l'époque. Et ça a été une poupée qui a été ultra à controverse dans une société qui était à l'époque américaine et très conservatrice. Donc bravo Harvey Rosenberg. Évidemment, la poupée a finalement été retirée de la vente. Elle est restée en vente à peu près qu'un an. Mais elle a eu l'effet escompté. Elle a fait parler d'elle beaucoup. Et je pense que ça a peut-être mis en avant les problèmes qu'avait la communauté gay. Et peut-être que ça a aidé dans leur lutte pour avoir plus de droits et plus d'égalité dans cette société. Car ils y avaient droit de toute façon. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je dis beaucoup ça aujourd'hui. C'est ce que je pense. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était le journal des bonnes nouvelles de cette semaine que j'ai encore réussi à faire parce que j'ai encore le temps. Je ne sais pas si dans le futur, je le dis tout le temps, finalement j'arrive à la faire. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps parce que je vais finir par être occupé, c'est certain. Mais là, j'ai eu le temps. Donc voilà. Après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram qui existe toujours et que j'essaie d'actualiser, bien entendu, comme toujours. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye. Aujourd'hui, il n'est pas là parce que c'est l'école. Donc voilà, rentrée scolaire oblige. Je suis tout seul. À plus.